Bonjour, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers doctorants. Cette vidéo est donc la suite des deux premières. D'abord, l'introduction qui porte sur la critique juridique des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ensuite, je vous ai présenté dans une deuxième vidéo le champ disciplinaire des droits de l'homme et du droit humanitaire. À la fin de cette vidéo, j'annonçais cette troisième vidéo sur les fondements théoriques des droits de l'homme. Alors, dans cette vidéo, je vais être assez bref sur certains points, puisque ce qui est important, ce n'est pas de m'étendre sur tous les détails théoriques de ces fondements, c'est de faire ressortir ce qui est essentiel et qui pourrait vous aider à mieux construire votre partie théorique dans votre thèse. Donc il y a un objectif assez précis dans la présentation que je vais faire. Alors, les fondements théoriques des droits de l'homme. Alors, ces fondements sont nombreux. Vous avez des ouvrages sur les droits de l'homme qui vous exposent le cheminement historique des droits de l'homme depuis les vieilles déclarations à vocation universaliste jusqu'aux conventions internationales de nos jours. Vous avez également une littérature assez foisonnante en ce qui concerne les fondements religieux, philosophiques, éthiques, etc. des droits de l'homme. Mais ce n'est pas sur ce terrain que je vais aller, puisque je vous l'ai dit en introduction qu'il y a une certaine littérature sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avoir une masse critique d'informations susceptible de mieux garnir la partie théorique de votre thèse. Alors moi, je vais essayer de faire un développement sur certains points juridiques qui me semblent essentiels dans cette approche juridique des droits de l'homme. Déjà, pour vous dire que ce qui caractérise l'idée même des droits de l'homme, en ce qui nous concerne en matière juridique, c'est l'idée de les inscrire explicitement dans le droit, de leur reconnaître une application nationale, internationale, voire universelle, et une force juridique supérieure à toutes les autres normes. C'est cette idée, en fait, qui va être développée dans mon propos. Alors, dans un premier temps, on va justifier cela par l'universalité, l'indivisibilité des droits de l'homme qui s'articulent avec la diversité de leur expression et application concrète. Il convient, pour mieux comprendre ces fondements, de rappeler que les droits de l'homme sont une conquête permanente, même de nos jours. C'est le produit des combats et des messages de tous les hommes, et d'abord des victimes des violations des droits de l'homme. Les droits de l'homme, dès qu'ils descendent du ciel des débats théoriques académiques, ils s'incarnent dans des femmes et des hommes qui relèvent des États et des systèmes politiques, des modes de vie, des cultures, des confessions religieuses différentes. Là se trouve évidemment la vraie question sur les fondements des droits de l'homme. Parce que, finalement, nous admettons le caractère universel des droits de l'homme parce qu'il exprime l'unité fondamentale de l'espèce humaine. Nous sommes tous des hommes et des femmes, nous sommes tous des humains. Mais cette universalité doit, pour exister et surtout pour prospérer, ne pas être marquée du sceau d'un impérialisme culturel. L'universalité, de mon point de vue, l'universalité des droits de l'homme doit nécessairement s'accommoder de la diversité des cultures et de la pluralité
les civilisations. Il faut faire attention sur l'instrumentalisation de l'universalité des droits de l'homme. Alors, la notion même des droits de l'homme est un concept certes familier, mais qui parfois pose des problèmes de clarté épistémologique, puisque cela renvoie parfois à des incertitudes auxquelles les variations juridiques dans les textes posent des ambiguïtés, parfois induisent en erreur. Alors, cette complexité sémantique des droits de l'homme, qui fait d'ailleurs toute sa richesse, fait qu'on a des notions parfois voisines, complexes. On parle des droits fondamentaux, on parle de liberté publique, on parle des droits de l'homme, etc. Bien souvent, lorsqu'on parle des libertés publiques, cela nous renvoie aux libertés inscrites dont le droit positif est garanti par lui. C'est l'approche positiviste que j'ai évoquée dans la précédente vidéo. La liberté, finalement, c'est quoi? Alors, j'en reviens à l'article 4 de la Déclaration française de 1789, qui nous dit ceci: la liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas. Il y a une forme d'auto-limitation de cette liberté. Alors, pour le professeur Jacques Robert, vous pourrez consulter ces mélanges, l'expression liberté publique est limitée et ne peut rendre compte de la totalité des droits de l'individu, dans la mesure où certains droits sont des prestations à exiger de l'État. Le cas, par exemple, du droit à la santé, qui fait aujourd'hui l'actualité avec la crise du Covid-19. Pour le professeur Jean Rivero, quant à lui, tous les droits de l'homme ne sont pas susceptibles de fonder une liberté publique. La liberté comporte des limites fixées par la loi, sans lesquelles toute société tomberait dans l'anarchie. Alors, depuis quelques années, le thème de liberté publique a été quelque peu délaissé au profit du concept des droits fondamentaux, qui est retenu dans beaucoup de constitutions. Alors, la problématique des droits fondamentaux entend, elle aussi, se situer sur le strict terrain du droit positif. Cependant, elle a l'inconvénient de sous-tendre l'idée d'une hiérarchie entre les droits qui seraient, certains seraient donc fondamentaux et d'autres qui ne le seraient pas. Par contre, le critère qui doit déterminer ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas est un peu flou. Et c'est là la question. Alors, on a évoqué, vous lirez, il y a une littérature abondante sur ça, on a évoqué le noyau dur des droits de l'homme, on a évoqué le concept des droits indérogeables, etc., etc. Il y a tout un débat sur ça. Une autre question, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'étendre sur tous les points, je vous renvoie à la littérature qui est suffisamment abondante sur la question du noyau dur des droits de l'homme. Une autre question à évoquer dans les fondements, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Vous devrez toujours, en juriste, faire attention. Il ne s'agit pas de faire de la science politique. Il ne s'agit pas de faire de l'analyse politique. Mais il s'agit de faire l'analyse juridique du politique. C'est-à-dire l'emprise du pouvoir. L'emprise du pouvoir suscite chez l'homme un fort désir de liberté. Comme l'a écrit l'un de mes maîtres à l'université de sciences sociales, l'université Toulouse 1, l'un de mes maîtres, Jacques Mourgeon, dit le besoin de liberté, d'autonomie est aussi congénital à l'homme que celui du pouvoir. Tous deux constituant les composantes principales du politique dans un antagonisme permanent. La tragédie du politique et des droits de l'homme est tout entière dans l'écartèlement de la personne et par-delà la société entre l'obéissance et la délivrance. Voilà ce que pense Jacques Mourgeon. En d'autres termes, avant d'être des textes, c'est-à-dire les conventions, les lois, les décrets, etc.,
il faut toujours se souvenir que les droits de l'homme s'inscrivent dans cet écartèlement entre le pouvoir, la société et l'individu. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre que les droits de l'homme sont des cris, des réactions des femmes et des hommes contre la barbarie et la cruauté. Les instruments juridiques tirent donc leur légitimité et leur inspiration, non du cerveau de quelques brillants penseurs ou juristes, non. Mais les droits de l'homme tirent leur légitimité du courage de celles et de ceux qui, face à la violence, dans la nuit du désespoir, n'ont pas accepté l'inacceptable. Et c'est cette expérience dramatique qui donne toute cette légitimité aux droits de l'homme. Et les gens sont morts pour défendre les principes sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. Que ce n'est pas le fruit d'un esprit malin qui, dans sa superbe, a imaginé que la liberté d'expression, je la donne aux hommes. Non. La liberté d'expression est une conquête historique. C'est le résultat des sacrifices des femmes et des hommes qui ont refusé de céder face à l'inacceptable, face à la barbarie. Et le droit vient donc puiser sa force, sa légitimité dans ce passé, certes douloureux, mais élogieux, qui tente à montrer que la consécration des droits de l'homme n'est pas une entreprise factice. La nouveauté, lorsqu'elle est là, des droits de l'homme, réside donc dans les efforts pour lutter contre la barbarie qui jalonne toute l'histoire de l'humanité. Les racines historiques, elles sont nombreuses, intellectuelles, politiques, religieuses des droits de l'homme, plongent déjà à partir de la Grèce antique en énonçant l'idée des droits individuels, selon laquelle l'individu a des droits qui limitent le pouvoir, y compris le pouvoir de l'État. Évidemment, il y a un débat sur ces sources historiques. Certains estiment que l'Europe s'est appropriée l'origine historique des droits de l'homme, que l'on peut retrouver dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, des traces, des sources qui montrent que l'Europe ne saurait s'arroger le monopole de la source historique des droits de l'homme. Je ne veux pas me livrer à un débat d'anthropologie juridique. Je vais simplement ici dire que la démocratie, de mon point de vue, quoi qu'on en dise, est une invention athénienne qui se fonde sur cette idée de liberté. La liberté, elle est civile parce que chaque citoyen est garanti dans sa personne et dans ses biens, du moment qu'il n'enfreint pas les lois de la cité. La liberté, elle est politique parce que tous les citoyens sont habilités à participer aux affaires publiques sous les mêmes conditions. Rappelons-nous de ce qu'a affirmé Socrate jusqu'à la mort, la valeur suprême de la liberté, que nous appelons aujourd'hui droit de l'homme. Pour Socrate, la liberté peut rendre la vie digne d'être vécue. Et cette idée sera pendant des siècles discutée, contredite parfois, mais toujours renouvelée et réaffirmée. Les droits de l'homme ne sont donc pas une catégorie intemporelle. Il y a une histoire des droits de l'homme. Elle est discutée. Il y a des contestations, des réfutations. Mais les droits de l'homme ne sont pas un donné. Ils ont émergé à l'issue d'une lente maturation de la pensée politique, philosophique. Cette socialisation progressive a été concomitante à l'installation et à l'affermissement des régimes démocratiques. Certes, il y a des limites. Il y a un débat. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne veux pas me livrer à un débat historique. J'aurais pu vous parler de la charte de Mandan.
dont certains disent c'est la source africaine, l'ancestralité des droits de l'homme en Afrique. Certains trouvent dans l'Égypte ancienne des traces, des préceptes pouvant conclure à l'antériorité des principes des droits de l'homme dans ces civilisations. Je n'ai pas envie, dans le cadre de ce séminaire doctoral, de rentrer dans ce débat. On peut l'avoir dans d'autres cadres. Mais ce qu'il faut retenir, nonobstant ces débats, qui ne sont pas balayés d'un revers de la main, puisque dans vos recherches, vous pouvez les approfondir. Je dis simplement que depuis la fin du XIXe siècle, le passage tumultueux de l'humanité lors du XXe siècle, l'amorce de ce XXIe siècle, l'on doit toujours se souvenir des horreurs qui ont conduit à l'édification progressive de cette armature juridique que nous appelons droits de l'homme et droits humanitaires. Rappelez-vous l'horreur des crimes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Génocide, crimes au Rwanda, les crimes actuels en République démocratique du Congo, en Centrafrique, génocide au Darfour, au Yémen, bref, la planète couve encore et encore, tachée du sang des victimes. Et c'est donc à juste titre que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 a pour nous marqué à cet égard une nouvelle étape dans l'histoire des droits de l'homme. Oui. Je ne veux pas revenir donc sur les incertitudes des grandes déclarations, la déclaration française de 1789, la déclaration américaine de 1776, la grande charte anglaise du XIIIe siècle, la charte africaine du Mandin. Bref, je ne veux pas m'enliser dans ce débat. Juste pour dire que la protection aujourd'hui des droits de l'homme puise dans ces racines historiques que je viens de souligner. Et elle nous montre, ces racines, qu'il y a une prise en charge sociétale, institutionnelle, normative, qui a contribué à donner aux droits de l'homme la consistance qu'ils ont aujourd'hui. Pourtant, les droits de l'homme ont retrouvé très vite la dimension contestataire et subversive qui a toujours été la leur et qui s'est progressivement estompée parce qu'à un moment, les droits de l'homme apparaissaient comme une chose acquise, comme une évidence. Soit parce que la marche vers un avenir radieux semblait devoir emprunter d'autres voies, mais même au XXe siècle, rappelons-nous que ce sont d'abord des dissidents, des régimes autoritaires, qui se sont battus pour la défense des droits de l'homme. Et même à l'intérieur des démocraties actuelles. N'oublions pas les mouvements qui contestent l'ordre établi et qui replacent leurs revendications sur le terrain des droits de l'homme. Notamment les droits économiques sociaux, droit à la santé, droit à l'éducation, droit au logement. Aujourd'hui, on voit les contestations partout dans le monde. C'est vrai qu'avec la crise du coronavirus, Covid-19, bon, avec les confinements, les mouvements semblent être congelés. Mais attendez-vous à un réveil violent de ces mouvements. Les Gilets jaunes en France, les contestations à Hong Kong, Occupy Wall Street, bref, partout, l'on verra. Et d'ailleurs, je lisais récemment une note du FMI qui, comme à l'habitude, s'inquiète de ces mouvements, qui pour le FMI, ce sont des mouvements déstabilisateurs. Au contraire, pour nous autres, ce sont des mouvements vecteurs de nouvelles libertés. Ce sont des stratégies d'affranchissement, de libération des populations, qui ne font pas autre chose que revendiquer leurs droits fondamentaux, le droit de vivre décemment, dans la dignité, qui leur est reconnu
par l'ensemble des instruments internationaux. Une divergence sur l'approche, sur l'interprétation. Ces mouvements, ce n'est pas un danger pour l'humanité, au contraire. En outre, rappelons que les droits de l'homme ont parfois été utilisés comme moyen de pression politique, notamment par les pays occidentaux contre les pays africains, les pays en développement. On brandit les droits de l'homme dans le discours diplomatique, à un point où certains ont cru percevoir dans les droits de l'homme une arme idéologique d'asservissement des autres nations. D'où le rejet parfois des droits de l'homme. D'où la contestation ou la remise en cause du principe d'universalité. Parce que les pays en développement, les pays africains notamment, accusent les pays occidentaux de vouloir, sous prétexte des droits de l'homme, relancer une politique néocoloniale en cherchant à remodeler le monde à leur image. Et cette crise, elle est particulièrement aiguë aujourd'hui, non seulement sur la question de l'ingérence humanitaire, qui reste toujours en débat, sous diverses formes, mais également sur certains nouveaux droits qui sont affirmés, notamment des droits liés à la liberté sexuelle, etc., aux gens, des questions, à la bioéthique également. Oui. Donc, il y a toujours, les droits de l'homme sont toujours dans une dynamique de conspiration dans nos sociétés. Il est donc important de rappeler cela pour que vos recherches soient vivantes, que ce ne soit pas simplement des recherches archéologiques. Il ne s'agit pas d'aller fouiller les droits de l'homme. Il s'agit de les interpréter dans leur vécu et dans les trajectoires sociopolitiques des sociétés objets de votre étude. Les droits de l'homme ne sont pas des pièces de musée qu'il faut contempler. Les droits de l'homme sont vivants. Ils sont vivants. Et vous permettent, sur le plan juridique, de donner un sens à votre thèse. La question de l'universalité, dans son articulation avec la diversité culturelle, a soulevé beaucoup de problèmes, beaucoup de débats sur lesquels, comme je l'ai dit, je ne vais pas persister. Je tiens cependant, pour lui rendre honneur et hommage, à rappeler ce que disait l'ancien président de la Cour internationale de justice, Mohamed Bedjaoui, l'Algérien Mohamed Bedjaoui. Alors, Bedjaoui dit, dans son cours à l'Académie de droit international de La Haye, il dit « Les droits fondamentaux universels ne sont pas une chimère, dans la mesure où ils se retrouvent exprimés dans toutes les sociétés humaines sous des formes certes variables, mais qui n'en relèvent pas moins d'indiscutables constantes. Mais les sociétés étant diversement situées dans le courant de l'histoire, certaines apportent plus que d'autres, selon le moment, à la promotion de la dignité humaine. » Bedjaoui, en d'autres termes, dit que ce n'est pas une chimère l'universalité. On retrouve cette universalité. Il y a des constantes. Il est vrai que dans l'histoire, certaines sociétés ont fait des pas en avant plus que d'autres. C'est une question d'histoire, une question d'opportunité politique du moment. Certains d'ailleurs, et par ricochet, certains s'inquiètent cependant, jusqu'à évoquer la possibilité d'une sorte d'uniformisation du monde par le biais des droits de l'homme. Oui. Il y a, comme disait d'ailleurs Michel Foucault, il disait « L'homme est mort. Seul existe des hommes dans des cultures déterminées. » Il y a là un risque. L'humain est là. Il est situé différemment dans des contextes historiques, anthropologiques, sociétaux, mais c'est l'humain. Par conséquent, si l'homme n'existe pas, et s'il n'existe que des hommes,
il ne peut alors exister que des déclarations des droits de l'homme, noir, blanc, jaune, l'Est du Sud, etc. Voilà la dérive que ça peut entraîner. Dire que l'humain n'existe pas. Il reste que des hommes situés. Alors, on va regarder dans la galaxie des droits des êtres humains, les droits de ceux-ci, les droits des noirs, des blancs, etc. Il y a un risque. C'est une forme de perversion des droits de l'homme. Oui. Les droits de l'homme sont articulés sur des cultures différentes. Cela n'enlève à rien à leur universalité. Les droits de l'homme prennent en compte la diversité des cultures, s'appuient en même temps sur cette universalité des valeurs et des principes. C'est cette dimension universelle des droits de l'homme qui permet à tout homme, à toute femme, en tout lieu, de les invoquer à tout moment contre toute menace, y compris celle venant de son état. Des hommes, des femmes qui sont atteints dans leurs droits font une demande à la conscience universelle de prendre en compte leurs conditions et de leur venir en aide. Si on dénie aux droits de l'homme leur dimension universelle, comme certains le prétendent, au nom de quelle valeur mobiliserait-on la conscience des autres hommes? Lorsque les droits de l'homme sont violés, comment les Africains pourraient solliciter l'aide des Asiatiques? Comment les Européens pourraient solliciter l'aide des Africains? Etc. Pourquoi se préoccuper des minorités qui ne sont pas chez vous dans votre aire géographique? Etc. Non, il y a cette dimension universelle qui est essentielle parce que c'est l'humain. La perversion de l'universalité ne fait que nous enfoncer et nous conduire vers un monde morcelé, fragmenté en égoïsmes nationaux ou raciaux. Et tout l'effort, si durement accompli tout le long de l'histoire de l'humanité, tout le progrès réalisé en matière de liberté, vous voyez, tout ça serait perdu. C'est pourquoi, dans vos recherches, je vous invite à comprendre que l'universalité, c'est l'universalité qui garantit, en définitive, la diversité. S'il devait y avoir encore un doute sur cette universalité, il nous suffirait d'ailleurs de prendre conscience de la dimension des nouvelles menaces qui pèsent sur les droits de l'homme et sur l'humanité aujourd'hui. Regardez la pandémie. Ce n'est pas une pandémie pour des Chinois, une pandémie pour des Européens, une pandémie, non. Le virus ne distingue pas tous ces éléments factices. Le virus s'attaque à l'humain. Le virus s'attaque à l'humain. C'est pourquoi il me semble important et nécessaire de toujours se poser la question de cette universalité, la nécessaire articulation de celle-ci avec la diversité des cultures. Les droits sont pour tous. Alors me direz-vous, une fois tout ceci dit, nous voyons en Afrique des difficultés quasi insurmontables, non seulement pour l'appropriation politique et juridique, mais pour la mise en œuvre concrète, pour l'effectivité, l'efficacité de ces normes. Et dans mon introduction critique, j'ai déjà posé cette question de la souveraineté alibi. Pour certains, pouvoirs autoritaires qui veulent se cacher derrière la souveraineté pour laisser prospérer les violations de droits au sein de leur État. Alors, je voudrais ici encore faire ce rappel qui me semble important et dire qu'en accédant à l'indépendance au début des années 60, de nombreux pays africains se sont pris dans la nasse juridique de l'égalité souveraine entre États,
affirmée par la Charte des Nations Unies, adoptée en 1945. Ces territoires fragmentés, peuplés par diverses ethnies, rassemblés par contrainte et par opportunisme économique, par la puissance coloniale. C'est sur ces braises que va naître l'État africain, mais qui en même temps se doit de réaliser son unité politique, afin de mieux assurer sa personnalité juridique internationale au sein des Nations Unies. Et pour mieux garantir ce processus, il n'y avait rien de mieux que l'affirmation du principe de non-intervention dans les affaires intérieures de l'État, qui était un acquis important de la Charte des Nations Unies. Donc, la non-intervention dans les affaires intérieures de l'État, affirmée par la Charte des Nations Unies, était un acquis important qui a permis la protection de ces nouveaux pays indépendants contre les puissances coloniales. Parce que pour les nouveaux États africains, la non-intervention conditionne leur survie face aux prétentions impérialistes et hégémoniques des anciennes puissances coloniales. Les intérêts coloniaux des grandes puissances ne pouvaient survivre qu'avec l'instrumentalisation de l'indépendance des États africains. Parce que ces derniers étaient toujours considérés, et le sont d'ailleurs même, pour certains, à tort ou à raison, sont toujours considérés comme relevant du domaine réservé. Voilà. Donc, il faut comprendre l'importance de l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit la non-intervention dans les affaires intérieures des États. C'est pour d'abord les protéger de l'extérieur. Mais certains gouvernants, s'appuyant sur ce principe, ont voulu en tirer un profit excessif. Il ne s'agit plus d'être protégé vis-à-vis de l'extérieur, qui ne doit pas intervenir dans vos affaires. Mais certains en ont profité pour prétendre que sur la base donc de cette non-intervention dans les affaires intérieures de l'État, il fallait les laisser commettre leurs violations des droits de l'homme, parce que ces violations doivent être considérées comme des affaires intérieures. Ah ben non, cette interprétation, elle est erronée. Elle est erronée parce que la charte doit être lue dans son ensemble. Et l'article 55C de la même charte des Nations Unies préconise, comme pendant de la souveraineté qui vous est reconnue, préconise le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion. Donc vous voyez, lorsqu'on dit à l'article 2, paragraphe 7, la non-intervention des autres dans vos affaires intérieures, en même temps, concomitamment, on sait que vous vous êtes aussi engagé à l'intérieur donc de cette souveraineté d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est clairement dit à l'article 55C. En outre, l'une des conditions pour qu'on vous admette dans la famille des Nations Unies, l'une des conditions, et c'est la condition fondamentale, elle est prévue à l'article 4, paragraphe 1er de la Charte des Nations Unies. Cette condition dit que l'État qui accepte d'être membre des Nations Unies doit remplir toutes ses obligations en tant que membre. Et donc, si vous lisez les trois articles, l'article 2, paragraphe 7, l'article 55C et l'article 4, paragraphe 1er, cela veut dire que tous les États membres des Nations Unies sont tenus de remplir leurs obligations. Et parmi ces obligations, il y en a deux fondamentales. L'obligation de ne pas intervenir dans les affaires intérieures des autres
mais également l'obligation, parce que vous êtes prémunis des interventions extérieures, vous avez vous-même l'obligation de respecter les droits de l'homme chez vous. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Si vous voulez qu'on respecte votre souveraineté, vous devrez vous-même la respecter. Parce que cette souveraineté est marquée du sceau de l'article 55C de la Charte des Nations Unies qui vous fait obligation du respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, en devenant membre des Nations Unies, vous ne pouvez pas vous gargariser simplement de la souveraineté. Parce que cette souveraineté, elle a déjà en son sein l'engagement de respecter les droits de l'homme. C'est au nom de cette souveraineté que vous devez respecter les droits de l'homme. Alors vous comprendrez que, quelles que soient les manipulations géopolitiques qu'il y a eu pendant la guerre froide, etc., il n'y a pas de doute qu'il existe une obligation internationale pour tout État de respecter les droits de l'homme. Et les violations des droits de l'homme ne peuvent être considérées comme des affaires intérieures. Et pour l'Afrique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été ratifiée presque par tous les États africains, est venue opportunément consolider cette obligation. Oui, consolider cette obligation internationale, qui est devenue en même temps une obligation régionale vis-à-vis de ses pairs sur le continent africain. Oui. Donc, si l'on voit l'Union africaine créditée d'un point de vue de bonnes intentions, mais l'Union africaine a des textes qui font obligation aux États de respecter les droits de l'homme. Oui. Et je me souviens de cette excellente phrase de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, l'ancien président du Mali, Konaré, qui disait dans la revue géopolitique africaine, à l'époque je participais à cette revue, disait « Mais l'Afrique doit cesser d'être le continent de l'impunité ». Et cette préconisation forte vise à rappeler que le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, consacré à l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, ne doit pas être un moyen de laisser prospérer en Afrique des gouvernements prédateurs. Non. Cet article ne dit pas cela. Il faut donc comprendre cela et faire des droits de l'homme un levier pour la paix, le développement et la prospérité des nations africaines. Donc remonter au fondement, de mon point de vue, il ne s'agit pas de faire toutes les descriptions. Il y a des ouvrages importants qui vous rassemblent, les sources philosophiques, les sources théologiques, historiques, politiques même, des droits de l'homme. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ce serait fastidieux. Juste pour vous montrer la légitimité de cela. Et donc, il vous appartient, dans vos travaux, de nous retracer ce discours, de nous montrer la force des droits de l'homme sur l'ensemble du droit qu'ils irradient. En ceci, l'on peut donc comprendre ce que je vais évoquer dans la prochaine vidéo, à savoir la transversalité des droits de l'homme. Je vous ai déjà dit que les droits de l'homme irradiaient tous les droits. Je vais donc vous montrer dans une autre vidéo la question de la transversalité des droits de l'homme.